Allez, mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h30. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Madame Louite, secrétaire de séance, vous pouvez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Thierry Andro. Thierry Bertrand. Céline Brunira. Nicole Desdebats. Serge Deuillet. Oui. Monique d'Oliveira. Caroline Ferrer. Ah, elle va arriver. Non, procuration. Pardon. Procuration, pardon. Je reprendrai après les procurations. Carole Godez. Patricia Goupil. Arlette Granger. Jean-Luc Jousse. Gilbert Laborde. Philippe Lande. Corinne Laille. Moi-même. Denis Perry. Présent. Fabrice Planchon. Présent. Nicolas Rey-PBD. Oui. Laurence Roussel. Oui. Simon Sanchez. Présent. Annabelle Sarah. Christophe Soulomiac. Procuration. Jean-François Sutra. Pascal Vallière. Oui. Donc, Denis Buvat a donné procuration à Céline Brunira. Caroline Ferrer a donné procuration à Jean-François Sutra. Patrice Larieux a donné procuration à Arlette Granger. Annie Lepape a donné procuration à M. Rey-BBD, à Nicolas Rey-BBD. Jean-Pierre Michas a donné procuration à Thierry Andro. Laurent Pommery a donné procuration à Thierry Bertrand. Et Christophe Solomiac a donné procuration à Philippe Lande. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer et donc nous passons à la validation du procès-verbal du 16 janvier 2023. Y a-t-il des remarques? Des corrections? Pas de remarques, donc je le mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Je vous remercie. Donc nous passons aux délibérations avec les finances locales et l'adoption du budget prévisionnel 2023 concernant l'assainissement. Rapporteur, Monsieur Perry. Merci Monsieur le maire. Donc, pour rappel, en application de l'article L 5216-5 du CGCT, depuis le 1er janvier 2020, le Murtin Agglo exerce notamment à titre obligatoire les compétences eau et assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l'article L 2224-8 de ce code. La délibération numéro 21-33 du 7 avril 2021 de la ville de Senlis autorise la délégation de la compétence assainissement des eaux usées pour la partie collecte et transport du Murtin Agglo à la commune et approuve la signature de la convention de délégation de la dite compétence entre les deux entités pour une durée de 6 ans. Cette convention définit, notamment dans son article 7, cadre financier de la délégation, le schéma financier et comptable effectif au 1er janvier 2021. Donc, au niveau du budget de fonctionnement, donc du coup une proposition charge à caractère général 168 000 €, donc qui comprend principalement la convention de prestation de services avec réseau 31 d'entretien des réseaux ainsi que de la STEP. Les 58 000 € en charge de personnel, c'est la quote-part de personnel que la mairie refacture à l'assainissement en lien avec les prestations de services qui sont réalisées par les agents de la commune. Du coup, en recette, comme c'est un budget miroir, les 226 000 € qui sont inscrits en dépenses sont compensés par une recette qui sera versée par le Murtin Agglo, puisque c'est eux qui perçoivent l'ensemble des recettes de ce budget assainissement. De même, au niveau de l'investissement, donc une proposition à hauteur de 631 000 € pour l'année 2023. Donc les travaux prévus sur l'année 2023 consistent à la reprise et remise à niveau des installations, route de la Masquère, rue du Ruisseau Saint-Julien et Aiguebelle. Donc l'ensemble de ces travaux seront financés en recettes, du coup, par le Murtin Agglo. Merci, Monsieur Perry. Donc, y a-t-il des interventions concernant ce budget assainissement? Oui, Monsieur Rey-BBD. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Concernant donc l'assainissement, dans le document qui nous a été fourni à la page 13, dans la section d'investissement, dans le chapitre 458, 13, 16 et 17 surtout, nous voyons donc une somme de 500 000 € apparaître. J'imagine que ce sont
des opérations que vous avez décrites, c'est-à-dire à Aiguebelle, c'est juste ces opérations-là ou pas? Monsieur Perry, oui. Oui. C'est autour de 500 000 euros, c'est ça? 180. Alors, est-ce que vous pouvez juste me rappeler la page, s'il vous plaît? Alors la page, c'est la page 13, c'est dans la section d'investissement. Et donc c'est le chapitre Ah. 458, Donc, 13, 17. opération du coup 317, rue de l'Aiguebelle 85 000 euros, rue du Ruisseau Saint-Julien 366 000 euros et une quote-part de provision pour 50 000 euros pour les travaux d'hiver. Voilà. Ça correspond à ces 3 seules opérations, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, ok. Très bien. Concernant autre chose aussi qui sera sûrement liée, c'est que lors du dernier conseil d'Aglo, il a été évoqué la station d'épuration de Saint-Lys. Et est-ce qu'il y a des études qui seront programmées cette année ou pas par le Muretin Aglo sur cette éventuelle extension dont on a déjà parlé? Je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre l'intervention de M. Delahaye sur la STEP, puisque de toute façon c'est une compétence qui est portée par Réseau 31, comme ça a été effectivement dit plusieurs fois ici même, et notamment lors du débat d'orientation budgétaire. Donc c'est Réseau 31 qui mène les études d'extension, c'est Réseau 31 qui proposera un plan de financement sur lequel nous verrons ensuite les modalités qui sont mises en œuvre, mais c'est porté par Réseau 31 qui reviendra ensuite en fonction des contraintes environnementales, de production, etc., sur le projet qu'ils sont... pour l'instant, ils ont lancé les études de faisabilité. Oui. Toujours sur le budget assainissement, puisqu'on a parlé du bourg-centre. Est-ce qu'il y aura, puisqu'il y a des études de prévues cette année, est-ce qu'il y aura aussi une réflexion sur tout le réseau unitaire qu'il y a dans le centre-ville, qui est vieillissant et qui est peu écologique? Est-ce que ça fera partie aussi de la réflexion des études qui sont programmées cette année pour centre ou pas? En tous les cas, hors cadre bourg-centre pour l'instant, et les rues qui sont reprises sont faites en partenariat, toujours pareil, avec Réseau 31, de façon à rénover ce réseau qui évidemment a besoin d'être rénové, soit par des chemisages, soit par des travaux d'entretien. Si Mme Gaudez, vous voulez compléter un peu la réponse, peut-être? Oui, merci Monsieur le maire. Oui, a priori, Réseau 31 s'est déjà penché un petit peu sur l'histoire du centre-ville à Saint-Lys, avec un centre-ville qui est un réseau unitaire et qui serait, pour la plupart en tout cas, dans l'impossibilité de passer en séparatif. Donc on garderait un unitaire qu'il faudrait chemiser évidemment, mais pas de passage a priori, à moins qu'il y ait d'ici là de gros changements, mais a priori il n'y aurait pas de passage en séparatif sur le centre de Saint-Lys. Et en tous les cas, c'est un sujet qui doit être effectivement maîtrisé, dont Réseau 31 porte la compétence, et bien sûr, nous entamerons au fur et à mesure les travaux qu'il y a à mener sur les réseaux, qu'ils soient unitaires ou séparatifs d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir aussi des réseaux séparatifs sur lesquels il faut intervenir. Oui, monsieur Rébébédé. Donc, si j'ai bien compris, dans les études de Réseau 31, on resterait quand même sur de l'unitaire avec tous les problèmes que cela pose. Notamment dans le traitement des eaux. Oui. Alors, M. RBD, toujours pareil, on fait face à une historique, je ne reviendrai pas sur ce dossier et la façon dont il a été mené lorsque les travaux du centre-ville ont été faits, je crois que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, nous avons à planifier les travaux, on voit les coûts déjà à 3 rues qui vont être rénovées, on est déjà à 500 000 euros, donc à un moment donné, bien entendu que il va falloir travailler. Le réseau unitaire n'est pas incompatible, si tant est que nous arrivons à maîtriser l'eau qui arrive à la station et surtout au fur et à mesure, quand ce sera possible de passer à un réseau séparatif. Voilà. Mais ça, c'est des études techniciens qui démontreront les faisabilités de tout ça. Et il est dommage que ça n'ait pas été fait lorsque le réseau a été rénové entre 2000 et 2010. Oui, monsieur RBD. Oui, une remarque de forme. On a reçu, donc le budget quand même, c'est beaucoup de documents à lire. On a reçu seulement une copie papier du budget.
Et c'est vrai que notre groupe, on a eu du mal à y travailler dessus, puisqu'on n'avait qu'une copie. C'est vrai que travailler sur le format numérique, sur les chiffres du budget, ça nous est apparu difficile. Surtout que au dernier budget, on avait évoqué le souhait de recevoir en format papier des documents du budget, si c'était possible, juste pour le budget ou pas. Alors, je sais plus. On avait déjà évoqué l'année dernière ça. Oui, monsieur Perry. Non, il est vrai que historiquement, normalement, le format papier vous est envoyé. Oui, on n'en a qu'un exemplaire, mais exceptionnellement. c'est vrai que bon, après, comme on n'a plus de local et qu'on se réunit, on a une fois par semaine, il nous est difficile d'y travailler tous ensemble dessus. Donc voilà. Et c'est vrai que sur un format numérique, c'est particulièrement lourd, hein. Oui, après, il y a eu une séance de travail également en commission finance lundi dernier. Certes, mais c'est pas la même chose. Le budget, il y a beaucoup de détails. Et souvent, le diable se cache dans les détails, c'est connu. Et je crois qu'aujourd'hui, puisque le diable se cache dans les détails, c'est vrai qu'avec l'augmentation du prix du papier et des économies qu'il y a à faire, eh bien, on peut aussi envisager tous ensemble qu'il y ait moins d'impression papier et qu'ensuite, s'il y a besoin d'imprimer certaines pages, vous soyez habilité à le faire. Oui, monsieur Rébébédi. Nous le demandons que pour le budget. Je vous rappelle également que le numérique consomme énormément d'énergie également, hein. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui... D'autres... Oui, monsieur Andrew. Et après, monsieur Bertrand. Oui, bonsoir à tous. Dans le cadre de la dématérialisation du conseil municipal, ça avait été acté par contre. Et ça date quand même de quelques années. Et il avait été acté que pour tous les budgets, il y aurait une version papier. Alors, il y a un historique quand même, vous pouvez le vérifier. On le regardera, monsieur Andrew. Parce que, voilà, bon. Monsieur Bertrand. Oui, toujours dans la continuité, effectivement, recevoir un budget 5 jours avant. Alors certes, vous respectez comme d'habitude la règle des 5 jours minimum qui est imposée par le Code général des collectivités territoriales. Pour autant, absorber cette masse d'informations en si peu de temps, c'est quand même très compliqué, vous en conviendrez. Et je vous trouve à rebrousse-poil par rapport à l'affichage que vous faites concernant le dialogue citoyen et la volonté d'être proche donc des uns et des autres et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Ceci étant dit, sur le budget, je vois qu'il y a une augmentation sur la part exploitation. On constate pour l'année 2023 une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Pouvez-vous nous donner les éléments de cette augmentation, s'il vous plaît? Oui, monsieur Perry. Oui, c'est les dépenses d'énergie. Donc juste pour revenir à votre introduction, hein, je réitère, l'ensemble du budget a été présenté lundi dernier et aucun membre ne s'est présenté. Voilà. Alors, vous nous refaites toujours la même réponse, avec un petit sourire en coin, comme d'habitude, monsieur Perry, assez désagréable d'ailleurs. La commission, c'est une chose, c'est pas un élément obligatoire. Ça fait partie effectivement des rencontres que l'on peut avoir pour développer certains sujets. Je vous rappelle quand même, et on aura l'occasion d'en reparler dans une délibération suivante, que dans les commissions, souvent vous nous donnez les éléments que le jour de la commission, c'est-à-dire qu'on n'a pas de document de travail pour pouvoir élaborer au préalable tout un échafaudage de ce qu'on pourrait apporter comme observation. Donc, ne prenez pas les commissions comme un élément indispensable, c'est quand même bien le conseil municipal qui tranche et qui a le vote. Vous avez raison, juste monsieur Bertrand, vous avez raison de souligner que les commissions... Juste après je vous redonne la parole. Je sais que vous... Oui. Non. Je vais juste dire que vous avez raison de souligner que les commissions ne sont pas obligatoires. Il n'est pas non plus obligatoire d'envoyer les documents avant les 5 jours réglementaires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je tiens quand même à souligner que votre groupe a été absent de toutes les commissions finances. Et ça, à un moment donné, ça devient compliqué. Si vous ne participez pas aux instances qui vous sont proposées, ne venez pas nous reprocher ensuite de ne pas vouloir vous fournir les éléments. Soyez cohérents. Je vous laisse la parole sur la suite. Je reste cohérent. Je viens de vous expliquer qu'effectivement, la commission, ce n'est qu'un élément facultatif. L'élément qui délibère, c'est le conseil municipal. Donc, tous les conseillers municipaux
ont le droit d'avoir les éléments pour pouvoir analyser la situation et émettre un vote qui correspond aux attentes qu'ils peuvent avoir d'une politique municipale. C'est d'autant plus important quand c'est le budget. Donc, ne nous mettez pas à ces commissions. Les commissions, effectivement, Laurent Pommery ne vient pas aux commissions, et vous le savez pourquoi, par son activité professionnelle, il ne peut se libérer aux heures auxquelles ces commissions sont réalisées. Quand Madame Le Pape, suppléante, peut venir, elle se libère pour venir. Sur la réponse que me fait Perry sur le coût de l'énergie, bon, je suis peut-être pas... Monsieur Perry, s'il vous plaît. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit la réponse que me fait Perry. Monsieur Perry. Ah, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus. La réponse du maire adjoint au budget. Donc, vous me confirmez que les 20% donc, sont dus essentiellement au coût de l'énergie. Peut-on savoir quelle va être la répercussion sur le mètre cube que vont payer les Saint-Lysiens? Monsieur Bertrand, je suis surpris de votre question, puisqu'on a voté l'augmentation des tarifs pour 2023, donc pour l'instant, Ben voilà, d'accord. aucune augmentation. Aucune augmentation. Sur les investissements... Enfin, pardon, excusez-moi, pas aucune augmentation, il y a une augmentation de 5% sur les tarifs qui a été votée en conseil municipal, à l'unanimité d'ailleurs. Ensuite. Oui, vous voyez, tellement on a de masse d'informations qu'effectivement on a du mal à les traiter et des fois à s'en souvenir. Je m'en excuse. Concernant les investissements, vous avez parlé donc des travaux route de la Masquère. Je voulais savoir si la conduite d'assainissement principale qui passe le long du Gazaya est concernée par ces travaux. Pour l'instant, au budget assainissement, pour moi, je ne sais pas de quel... travaux vous parlez, mais... Je précise, si vous voulez bien. Il y a eu, durant l'hiver et printemps dernier, une campagne menée par une société, je ne saurais pas laquelle, mais avec des caméras pour vérifier l'état du réseau. Il se trouve qu'à chaque période pluvieuse importante, nous avons les regards, alors je dis nous parce que effectivement je suis riverain de part et d'autre du Gazaya, et nous avons les regards qui débordent. Je l'ai déjà signalé, en matière environnementale c'est une catastrophe parce que vous imaginez ce qui déborde. Donc les regards montent en pression et pendant plusieurs jours on a de l'eau qui coule dans le Gazaya, une eau insalubre et qui n'est pas admissible à ce jour. Donc, pour avoir posé la question au service assainissement de la ville de Senlis lors d'une rencontre qui n'avait rien à voir avec ça d'ailleurs, mais j'avais profité, la personne, le technicien, m'a dit qu'il n'y aurait pas de travaux cette année prévus en 2023 sur la conduite du Gazaya. Et ça m'étonne beaucoup pour avoir soulevé et écrit à plusieurs reprises, et je ne suis pas le seul, sur ce sujet. Alors, de mémoire, il y avait des problèmes de réseau bouchés. Et c'est pour ça qu'on a fait passer des... Donc il y a, je pense, une campagne de... Comment on appelle ça, d'ITV, et puis une campagne de curetage pour que justement ça ne se produise pas. À ma connaissance, ça ne s'est pas reproduit récemment. Mais en tout cas, on va le vérifier, parce que effectivement, et ça vous avez complètement raison, il n'est pas normal que on ait les bouches qui débordent. Madame Godez. Oui, bonsoir Monsieur Bertrand. Sur Gazaya, donc il y a effectivement eu des ITV et des tests à la fumée, et il y a eu tous les tampons qui ont été remis à niveau. Donc normalement sur Gazaya, il n'y a pas eu de nouveaux problèmes remontés récemment, puisque tous les tampons ont été remis à niveau. Alors, je tiens à votre disposition des photos et une vidéo de la période du 15 janvier, à laquelle on a reçu à peu près 100 mm de pluie sur une période à peu près d'une semaine, où on a effectivement ce phénomène de débordement qui se produit, comme par le passé. D'ailleurs, moi je ne vois pas d'évolution par rapport à avant les travaux qui ont été menés.
Mais je pense qu'en tant que riverain, comme vous l'avez dit, et citoyen, quand les citoyens constatent des anomalies, parce qu'on n'est pas tous les jours à surveiller le réseau, l'idéal c'est de nous faire remonter immédiatement, qu'on puisse effectivement engager les actions qui sont nécessaires. Si on ne le fait pas remonter, parce que pour nous, il y a eu des interventions qui ont été faites, donc ensuite, donc si ça doit fonctionner, si ça ne fonctionne pas, bien entendu, il faut nous le faire remonter. J'en finirai là, mais je vous confirme que j'ai fait la remontée. Eh bien alors, nous allons le regarder parce que moi-même je n'ai pas entendu parler, je ne l'ai pas vu passer au courrier. Donc ensuite il faut aussi, est-ce que vous m'avez fait un courrier parce qu'il faut, Monsieur Bertrand, je vous vois rire, mais il faut aussi suivre les procédures. Et puis je terminerai par une remarque, avant de donner la parole à Monsieur RBBD. Vous avez eu le temps d'étudier le budget puisque vous avez vu que ces travaux-là n'étaient pas inscrits dedans. Juste une petite remarque. Monsieur RBBD. Ah, pas du tout. Oui, concernant la commission finances du 6, personnellement, je n'ai pas vu le courrier et il y a eu visiblement un problème de réception de ce courrier. Parce que, vous savez, on participe à toutes les commissions. Donc il y avait vraiment eu un souci. Donc là... Bon, nous vérifierons, parce que ça, c'est pas normal par contre. Ouais. Alors après, c'est pas la première fois qu'on a eu des problèmes dans nos boîtes mail. Hein. On vous l'a déjà dit, il y a quand même un souci. Ça nous est déjà arrivé par le passé, surtout au début. Mais là, il y a quand même un souci, qu'on n'ait pas eu ce courrier. Alors je ne doute pas qu'il nous ait été envoyé, mais au final, voilà. Parce que vous l'avez remarqué, hein, il y a toujours quelqu'un de notre groupe présent, et surtout à ce type de commission. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, écoutez, je note. Y a-t-il d'autres interventions par rapport à ce budget assainissement? Donc je vous propose de le mettre aux voix. Qui s'abstient? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je suppose 7, 8, 9. Voilà. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, budget ville, étape budgétaire, budget primitif, exercice 2023, rapporteur Monsieur Perry. Oui, donc ce budget 2023 et la présentation des orientations qu'on a pu présenter lors du rapport d'orientation budgétaire, donc avec les priorités suivantes: l'enjeu environnemental et la transition écologique, l'amélioration des déplacements et des espaces publics, l'enrichissement de l'offre culturelle et d'animation de la ville, l'amélioration des infrastructures de spectacle et des lieux de vie. Les nouveautés 2023, donc comme on vote cette année, on a anticipé un petit peu le calendrier par rapport à l'habitude, puisque l'année dernière on avait voté le budget au mois d'avril. Donc l'absence de reprise de résultats. Donc l'approbation du compte administratif sera effectuée au mois de mars. Donc pour compenser la reprise des résultats, donc, il y a l'inscription d'un emprunt d'équilibre sur la section d'investissement en recettes qui sera ajustée en partie lors de la reprise des résultats. Également, pour plus de visibilité, les investissements courants ont été directement imputés sur les chapitres et on a laissé que dans les opérations les projets structurants. Donc au niveau de la présentation du budget, pour la partie fonctionnement, donc on va commencer par le budget 011, donc une proposition à hauteur de 2 857 844 €, donc en augmentation de 707 315 €. Donc comme on peut le voir, les fluides ont un fort impact, donc tout ce qui est électricité, gaz et carburant, un fort impact sur l'année 2023, avec une augmentation de 682 527 €. Donc l'augmentation des charges à caractère général prévue au budget 2023 découle principalement des dépenses liées à l'énergie et aux fluides. Donc en isolant ces dépenses, l'évolution de ce chapitre reste particulièrement contenue, et ce malgré les dépenses nouvelles liées à l'ouverture des nouveaux bâtiments. Donc une présentation un peu plus fléchée des dépenses de fonctionnement, donc comme chaque année.
Donc au niveau des écoles, un budget en augmentation, donc tout ce qui est transport collectif et fourniture scolaire, donc plus 5 587 €, donc qui est lié au nombre d'élèves au sein des classes. Pour ce qui est des services techniques, donc fourniture DST, un budget 230 600 €, donc en légère baisse. On fait varier souvent ce budget en fonction des besoins et des travaux en régie, donc ça sera ajusté en fonction du réalisé sur l'année 2023. Entretien et réparation, moins 93 177 € pour un budget de 280 200 €. Donc ça, c'est un budget qui varie également par rapport aux dépenses du SDEG. Donc par exemple, l'année dernière, on a dépensé plus de 100 000 € au niveau des dépenses du SDEG. Cette année, on a budgété seulement 25 000 €. Au niveau de la culture et manifestation, donc un budget qui reste dynamique à hauteur de 67 450 €. Donc comme on peut le voir par rapport à 2020, on a retrouvé des dépenses très dynamiques, ce qui veut dire que la reprise des manifestations, on peut s'en féliciter au niveau d'un planning très dynamique sur la commune. Pour ce qui est des dépenses de la mairie, annonce et insertion, donc c'est stable. Donc pour les prestations de services, plus 37 807 €. Donc c'est principalement par rapport à la mise à niveau des prestations des nouveaux logiciels de comptabilité et des ressources humaines. Pour ce qui est des dépenses incompressibles, donc c'est tout ce qui est dépenses énergie, fluide et location, donc plus 751 148 €. Donc comme on l'a précisé tout à l'heure, il y a 676 000 € de dépenses d'énergie supplémentaires, 10 000 € de taxes foncières supplémentaires et 32 000 € de nettoyage, de frais de nettoyage des locaux supplémentaires. Donc divers, stable. Honoraires et études, moins 15 947 €. Donc l'année dernière, il y avait le DIAG RPS. Donc cette année, on retrouve des niveaux correspondant aux années antérieures. Achat et fourniture mairie, donc du coup cette année la mise en place d'un budget cérémonie avec l'inauguration des tribunes, des COSEC et du musée sur l'année 2023, donc un budget qui sera un peu plus en augmentation et bien sûr toutes les manifestations habituelles et les cérémonies habituelles. Au niveau des dépenses RH, donc formation et émission, 40 100 €. Donc il y aura un rattrapage cette année au niveau des formations des services techniques en lien avec la période Covid. Donc il y aura une remise à niveau et un budget vêtements de travail qui est plus ou moins stable. Donc pour ce qui est des dépenses de personnel, au niveau des créations de postes, donc il y aura en 2023 un directeur du pôle culture, animation et de la ville et la cohésion sociale, ainsi qu'un ETP supplémentaire au niveau des instructeurs ADS, mais qui est financé par les contributions des communes adhérentes. Donc nos axes priorités sur 2023, la poursuite et la mise en place de l'organigramme en lien avec la GPEC, la mise en place de transversalité entre les services et la mutualisation de moyens afin de partager une culture collective avec une gestion contenue des dépenses en ressources humaines, ainsi que le renforcement du lien social avec une politique égalitaire tout en favorisant le dialogue avec les partenaires sociaux. Donc au niveau de la présentation et charges personnelles, 4 116 000 € sur l'année 2023. Des recettes qui viendront atténuer ces charges, donc 132 000 € de remboursement de prévoyance et 104 000 € de remboursement de la part des communes adhérentes. Donc les incidents sur l'année 2023, l'effet en année pleine des créations de postes, en lien avec le renforcement des services, les décisions exogènes telles que la revalorisation du point d'indice, 3,5% en 2022, donc au 1er juillet, donc on aura l'effet en année pleine sur 2023, et on parle déjà également actuellement d'une possible augmentation du point d'indice sur l'année 2023, la revalorisation du SMIG et la revalorisation des grilles des catégories B et C. L'augmentation des cotisations sociales, prévoyance, ainsi que des facteurs d'augmentation mécanique liés à l'effet GVT. Niveau du chapitre 65,
Donc un impact particulièrement marqué cette année au niveau de la subvention CCAS. On passe de 341 500 euros en 2022 à 448 600 euros. Donc on l'explique par rapport à 3 raisons. Donc tout d'abord, l'augmentation des dépenses de personnel, donc à la fois l'effet GVT, mais également l'augmentation du point d'indice. Également l'effet de l'inflation, donc 30 000 euros. Mais également, on bénéficiait précédemment, en lien avec un taux du livret A particulièrement bas, d'une marge entre le remboursement du capital et des frais financiers par rapport au loyer qui était versé par la maison de retraite Maréchal Leclerc, puisque la plupart des emprunts qu'a le CCAS en lien avec l'achat des murs de l'épargne Maréchal Leclerc est indexé sur le taux du livret A. Donc comme vous le savez, le taux du livret A est passé en quelques mois de 0,5% après le 3% au 1er février 2023. Donc la marge qu'on avait chaque année des 40 000 euros qui permettait à la commune de ne pas verser ces 40 000 euros, et du coup on perd cette marge, et donc la commune compense cette marge par le versement de 40 000 euros supplémentaires. Les subventions aux associations à l'IFRMJC restent stables sur l'année 2023. La poursuite du désendettement, donc la part des frais financiers est en constante baisse, comme on peut le voir. Donc ça va représenter sur l'année 2023 1,94% des dépenses réelles pour un montant total de 176 900 euros. La présentation des recettes, donc atténuation de charges, c'est l'ensemble des recettes de prévoyance, donc 132 000 euros. Au niveau des produits, des services, donc on a les recettes liées à l'ADS. On a également les recettes des budgets annexes, donc comme on a pu le voir tout à l'heure au niveau du budget assainissement, et 22 000 euros de redevances d'occupation du domaine public pour un total de 208 800 euros. Au niveau des impôts et taxes, donc des recettes particulièrement dynamiques sur l'année 2023. Donc les recettes des impôts locaux directs pour un montant prévisionnel à hauteur de 5 20 400 euros en lien avec la revalorisation des bases portée par l'État à 7%. On a été très prudent au niveau des droits de mutation parce qu'on a eu, comme vous pouvez le voir, des recettes records à la fois en 2021 et 2022 à hauteur de 600 000 euros. Donc on a proposé 400 000 euros de droits de mutation pour l'année 2023. Donc un niveau qui reviendrait plus ou moins à la normale en lien avec l'augmentation des taux d'intérêt. Au niveau des dotations de financement, donc à ce stade, on est parti sur la revalorisation, comme chaque année, de la dotation de solidarité rurale, et on s'est basé par rapport à l'année dernière sur la dotation de financement et la dotation nationale de péréquation. Voilà, donc on espère que nos dotations seront particulièrement dynamiques face à une inflation qui reste persistante. Par rapport au filet sécurité mis en place par les collectivités territoriales. Donc on espère le solde sur l'année 2022 à hauteur de 250 000 euros, et on est parti sur l'année 2023 d'une dotation inflation à hauteur de 350 000 euros, donc qui viendrait compenser à la fois l'augmentation des dépenses d'énergie, mais également l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires qui n'a pas été compensé dans les dotations. Au niveau des dépenses d'investissement, donc la répartition des dépenses d'opérations structurantes, donc la finalisation au niveau des opérations des tribunes, donc il reste sur l'année 2023 93 401 euros. La rénovation extension du COSEC, il reste au niveau de la PCP 158 101 euros. Les nouvelles opérations créées en 2023 qui feront l'objet d'APCP dès que le montant des travaux et prestations intellectuelles sera connu.
Donc l'opération 38 pour la création du musée, donc 200 000 euros. L'opération 148, rénovation de la salle de la Gravette, 129 700 euros. Opération 152, rénovation des écoles pour 70 000 euros. Opération 151, bourg-centre, 175 000 euros. Opération 153, extension du cimetière de la Moutonne pour 50 000 euros pour débuter les études. Au niveau des opérations, des investissements courants, donc opération 52, 46 500 euros pour la finalisation du PLU. Chapitre 20, donc du coup, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, tous les investissements courants ont été directement impactés sur les chapitres comptables, comme c'est présenté au sein de la nomenclature qui vous a été fournie. Donc chapitre 20, procédure enquête publique du schéma d'assainissement, 3 000 euros, provision de frais d'études pour 20 000 euros, logiciel mairie, boîtier contre l'alarme, 12 500 euros, 16 000 euros au niveau des travaux du SDEG, AC voirie et PPI voirie communale pour 490 000 euros. Chapitre 21, provision pour terrain délaissé et bornage, 18 000 euros, provision pour acquisition suite au projet de réhabilitation des routes de la Masquère de Saint-Clar, 110 000 euros. Provision pour DIA, 220 000 euros. Réhabilitation des city stades, rugby, MJC et stade et renouvellement et création des aires de jeu pour 49 500 euros. La rénovation et entretien des bâtiments mairie, 9 500 euros. La rénovation et entretien des bâtiments scolaires, étanchéité du toit, aires de jeu et végétalisation des écoles pour 166 800 euros. Au niveau de l'opération 21, rénovation et entretien des bâtiments communaux, 297 500 euros, avec la reprise des chaîneaux du COSEC, la finalisation du programme des toitures au jardin partagé, la provision pour les tribunes de rugby. Au niveau de la provision de remise en état pour un terrain communal, 49 000 euros, un PPI entretien et remplacement de l'éclairage public pour 60 000 euros, le renouvellement et la pose des poteaux incendie dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie, 23 000 euros. Au niveau du matériel informatique, renouvellement, mise à niveau du réseau et de la téléphonie, 81 000 euros. Le renouvellement du mobilier au sein des bâtiments communaux et pour les associations à hauteur de 37 000 euros. Et enfin, autre mobilisation corporelle, 169 600 euros. Le marché de vidéoprotection, 130 000 euros. Le budget participatif à hauteur de 20 000 euros. L'achat du podium, 36 000 euros. Le renouvellement des équipements de restauration scolaire pour 10 000 euros. Des équipements pour les services, achat et renouvellement du matériel équipement ST, festivités, renouvellement du matériel sportif et le renouvellement des équipements de la police municipale. Au niveau des recettes d'investissement, donc 327 000 euros. Pardon. Donc 127 000 euros de prévision de FCTVA et 200 000 euros de taxes d'aménagement. 12 000 euros de subvention d'investissement. Donc, emprunt et dette assimilée, 3 521 000 euros. Donc, comme je vous l'ai précisé, c'est un emprunt d'équilibre, mais en aucun cas, il y aura cette somme. On prévoit d'emprunter pour l'année 2023 environ 1 million d'euros. On va fiabiliser le montant et on espère commencer les consultations d'ici la fin février. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on fera l'affectation du résultat au mois de mars, qui viendra corriger le montant de 3 521 000 à travers une décision modificative. Dépôt et cautionnement reçu 5 000 euros. Produit de cession d'immobilisation environ 5 000 euros dans le cadre d'une donation envers la commune, qui fait l'objet d'une succession. Voilà pour la présentation. C'est bon ? Oui. Merci, Monsieur Perry. Y a-t-il des interventions par rapport à cette présentation budgétaire? Oui, Monsieur Rebébédé. Oui, alors d'abord, je regrette que nous n'étions pas à cette commission. Ça aurait pu éviter des questions que je vais poser ce soir. À la page 4, il y a un ratio qui est obligatoire et qui est très intéressant. C'est le ratio des dépenses de fonctionnement par rapport à la population. Or, ce ratio, en France, est de 333.
du moins à Senlis, il est de 333, alors que les dépenses de fonctionnement en France sont à 288. Donc on est bien au-dessus. Ce qui veut dire que Senlis est quand même handicapé par des dépenses de fonctionnement plus importantes que la moyenne dans sa strate. Et ça a des répercussions sur les dépenses d'investissement. Vous me direz que c'est ancien, mais c'est une dérive qui continue. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Les dépenses de personnel qui ont été de 8% ou 7%, 8% l'année dernière, et sont de nouveau de 7% cette année, c'est-à-dire on continue dans cette voie. Or, Senlis, et tous les Senlisiens et Senlisiennes le voient, a besoin d'investissement. Donc cette dérive est préoccupante et plombe l'avenir de nos capacités d'investissement. D'ailleurs, à la page 12 de ce même budget, on en a déjà parlé, il y a donc, et je le disais déjà, une belle augmentation, bien au-delà de l'inflation, des charges de personnel, qui passent de plus de 3,8 millions d'euros à plus de 4 millions 100 d'euros. Donc, vous nous l'avez dit, là, on a vu, on va recruter encore un personnel. C'est vrai que l'année dernière, on a déjà beaucoup recruté, donc ça vient conforter ce que je viens de dire. À la page 7, du chapitre 658, vous avez une ligne qui est assez intéressante, enfin, qui est quand même symboliquement intéressante. C'est les frais de fonctionnement des groupes d'élus. C'est zéro. On ne coûte rien, d'autant plus qu'on ne coûte rien qu'on avait un local qui nous a été supprimé. Donc, c'est un fait. Entre parenthèses, je regardais cet après-midi le tableau d'indemnité des élus, où apparaissent toutes les indemnités de l'ensemble des conseillers municipaux et du maire concernant la municipalité l'Aglo, mais on ne voit pas apparaître l'indemnité du conseil général départemental. Ça me paraîtrait beaucoup plus transparent, surtout que vous avez affiché d'être transparent. Je pense que les Saint-Lisiens, je pense que ce tableau pourrait être remis à jour et que tout s'affiche correctement avec toutes les indemnités que reçoivent les élus. Surtout, il est affiché ici que le brut, le net serait plus parlant. Ça, c'est dans son souci de transparence. Voilà. À la page 15, dans les chapitres 60, 161 jusqu'à 60, 163, on voit ici précisément l'explosion du budget concernant le prix du gaz, du carburant, de l'électricité. Certes, il y a une augmentation des prix très importante. Mais si on regarde aussi d'autres collectivités, elle est moindre dans certaines collectivités. Pourquoi? Parce que ce soit dans l'isolation des bâtiments, dans la pose de panneaux photovoltaïques ou dans la possibilité d'alternatives au chauffage au gaz, par exemple, on avait été évoqué la possibilité d'une chaudière à bois, rien n'a été fait. Maintenant, c'est l'urgence, vous l'avez dit, vous avez décrété, c'est l'urgence de la transition. Je veux dire, ce tournant aurait dû être pris avant, et certaines communes du Muretin-Aglo ont déjà pris ce tournant avant nous, et nous en payons les conséquences, et nous continuons d'en payer les conséquences, et nous en paierons les conséquences encore, avec l'explosion des dépenses encore énergétiques, puisque avant que cet effort vers la transition énergétique se fasse, il se perdra donc pas mal d'années, puisque, on en parlera plus tard, certains travaux, notamment de rénovation, sont prévus pour certains bâtiments communaux. À la page 15 toujours, au chapitre 617, il y a des frais d'études qui sont on passe de 31 000 euros à 0 euros, mais de quelle étude il s'agit, ça je ne sais pas. Surtout que dans ce que vous avez présenté, il y a à un autre endroit 20 000 euros d'études. Alors est-ce que vous pouvez me renseigner sur ces études? Donc à la page 15, chapitre 617, études et recherches. 31 000 euros l'année dernière, 0 cette année. Et alors que vous nous parlez de 20 000 euros d'études à un autre endroit,
Donc de quelle étude il s'agit? C'est 20 000 euros d'honoraires. Hein. Voilà. D'accord, c'est Oui. ça. Et les 31 000 euros, c'était le DIAG RPS sur l'année 2022. D'accord, merci pour la précision. Page 35. Donc à la page 35. Concernant l'opération Bourg-Centre. Alors nous avons 175 000 euros. Donc c'est 175 000 euros qui seront dépensés cette année normalement hein, pour Bourg-Centre. Est-ce qu'il s'agit uniquement de frais d'études ou il y a d'autres choses, d'autres opérations? C'est une question. Madame Bruniera. Oui, sur Bourg-Centre, je pense que ça a été présenté. En fait, effectivement, il y a les diagnostics, donc diagnostic flux, stationnement, déplacement à l'échelle de la commune. Il y a le diagnostic archéologique et après, effectivement, il y a les études du cahier des charges que l'on vous a présenté en commission communale sur l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage sur effectivement le périmètre de Bourg-Centre. Merci pour ces précisions. À la page 36, sur l'opération de la rénovation des écoles de l'école Petit Prince. Donc il y a, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve, c'est 70 000 euros de prévu. Est-ce qu'ici, quelle sera la part pour les travaux d'isolation thermique dans cette rénovation? Puisque rénover, ça veut dire beaucoup de choses, et ça peut être de la peinture, etc. Est-ce qu'il y aura un effort de fait? C'est une étude et il est bien évident que la problématique de l'isolation et de la performance thermique des bâtiments seront prises en compte, bien sûr, de manière, en priorité, c'est sûr. Voilà. Mais par contre, il faut d'abord que nous menions les études parce que avec un diagnostic du bâtiment complet, enfin des bâtiments, hein, parce que la rénovation des écoles, ensuite, c'est de bien voir les deux plus anciennes écoles de Saint-Denis, c'est-à-dire Petit Prince et Florence Artaud, côté Aiguebelle. Merci. À la page 44, donc nous avons 46 500 euros en plus pour le PLU, dont on en parlera plus tard. Donc vous pouvez me dire combien d'argent a été dépensé depuis le début de la révision du PLU? On en est à combien là? Madame Bruniera. Bon, je m'excuse, j'ai pas pris les chiffres, mais de mémoire, on était sur 90 000 euros, mais en incluant les études qui ont été réalisées pour le RLP et également pour la déclaration de projet de la caserne du SDIS. Donc il faudra rajouter cette somme en plus de Effectivement, 90 000. il faudra rajouter cette somme en plus. Merci. Concernant la dernière ligne, la dernière page de document que nous avez donné, hein, qui concerne donc ici, il est écrit dans le document sur les investissements, je cite, il est prévu d'emprunter, et vous l'avez dit, 1 million d'euros en 2023. Vous nous avez déclaré qu'on aurait sûrement un taux de 2%, alors que le marché se situe plutôt à 3, voire 3,5. Comment ça se fait qu'on ait un taux si bas? Parce qu'on l'a déjà négocié auparavant ou... Non, vous mélangez les choses, monsieur RPVD, mais finissez votre intervention et puis monsieur Perry vous répondra. Non, oui, j'aimerais... monsieur Perry. Allez-y. Voilà. Enfin, là, on est sur un point très technique. Alors, les marchés, 3%, c'est plutôt pour les particuliers. Il y a un autre marché au niveau des collectivités territoriales. Comme vous le savez, il y a des organismes bancaires très agressifs qui ont été mandatés par l'État pour proposer des taux. Il y a également la Caisse des dépôts et consignations à travers la Banque des territoires qui propose des taux. Donc jusqu'à maintenant, et on le voit à travers notre dette qui est certes vieillissante, mais au vu des derniers emprunts qu'on a eus, on a eu des taux très très bas, puisque le dernier était à près de 0,40 sur 10 ans pour 1 million d'euros. Donc au vu de la bonne santé financière de la commune, on n'a pas entamé pour le moment les négociations avec les organismes bancaires, mais on reste très confiant si on va bien sûr très vite au niveau de la consultation.
Oui, parce que je pose cette question parce qu'il a été évoqué aussi au Murtin Aglo et il a été évoqué des taux à 3% pour les collectivités. C'est pour ça que je me permets de poser cette question. Chaque commune est différente C'est pour et ça. Donc, en c'est lien très avec bien sa si on a un situation taux financière. beaucoup plus bas. Hein. En lien avec sa situation financière, oui. C'est ça Si qui on est arrive à important. avoir 2%, c'est très bien. Autre chose aussi, j'ai bien regardé le budget. Alors, ça m'a échappé. C'est quand même... je ne suis pas arrivé à retrouver la somme qui est dévolue à la protection juridique de la commune. Elle est où? Donc, il y a 20 000 euros de frais d'honoraires, donc, mais qui sont des frais de conseil d'avocat. Mais après, quel est le... Parce qu'on avait passé dans le passé un marché avec le cabinet Bouissou, je me Oui, rappelle. mais qui est c'est toujours ça en cours, oui. Voilà. Et qui fait un montant de combien? Il y a une C'est enveloppe de celui-là 20 000 euros, Voilà. oui. Après, ça dépend des dossiers en cours aussi de la commune. Certes. Hein. Mais donc il y a une stabilité au niveau de cette protection. C'est ça. En Je fonction ne l'ai pas retrouvé, c'est pour En ça que je fonction me des demande. dossiers, oui. D'accord. Ok, merci. On a déjà parlé de l'explosion du budget du CCAS, hein, puisqu'on passe de 341 000 et des poussières de subventions de la commune à presque à 400 000, plus de 450 000 euros. Hein. C'est énorme. Alors vous avez invoqué les raisons, c'est certain, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un autre problème plus en profondeur et que le CCAS n'aurait pas besoin d'une restructuration? Parce que si on continue dans cette voie, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Parce que vous l'avez évoqué vous-même, que ce soit les dépenses de personnel, c'est-à-dire on va avoir sûrement une augmentation des points d'indice, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi repenser le CCAS dans son fonctionnement et c'est d'ailleurs une des voies, alors vous allez dire, ça commence à dater, mais le rapport de la Chambre régionale des comptes l'avait déjà évoqué en 2015, hein, ça. Je me souviens bien. Hein. Donc, parce que là, on a quand même plus 31% là, hein, d'augmentation. Hein. Donc, je ne vois pas structurellement pourquoi ça s'arrêterait. Donc, M. Raybeck-Bédé voulait baisser le service à la population dans cette période? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Restructurer, c'est être plus efficace, pour être plus efficient au service de la population. Attention, hein, ce que je dis. La marge de manœuvre est ténue, mais... Elle est ténue, mais elle a déjà été évoquée. Est-ce que je demande, est-ce que cette voie, de toute façon, il faudra s'y pencher. Hein. Ah, mais on peut se pencher sur beaucoup de choses, effectivement, vous avez raison. Mais sur le CCAS, la question va se poser. Le budget du CCAS n'est pas un budget, c'est un bon budget pour notre collectivité. Maintenant, restructurer, optimiser, à un moment donné, ça passe par les économies de masse salariale et donc de personnel. Ou alors, on baisse, il n'y a pas 36 possibilités. Ou on baisse la masse salariale et il faut composer avec les actions à mener, ou on baisse le service rendu à la population, et ça c'est une vraie décision politique, effectivement. Vous avez terminé, M. RBD? Alors on va peut-être, avant de vous donner la parole, on va peut-être répondre sur quelques éléments complémentaires, et après dans des débats, vous prendrez la suite, Monsieur Perry. Non, juste, M. Raybeck-Bédé, vous avez commencé votre argumentaire sur les ratios, donc vous avez précisé le ratio numéro 4, on parlait bien ici de dépenses d'équipement brut par population, donc ça veut dire dépenses d'investissement et pas de fonctionnement, donc à hauteur de 333 euros par habitant contre 288 au niveau de la strate nationale, donc ça veut dire qu'on investit plus que les autres communes de la même strate. Donc, pour rebondir également, au niveau du ratio, dépenses réelles de fonctionnement par population, on est à 937 euros contre 918 au niveau de la strate. Donc, on est plutôt dans la moyenne. Par contre, ce qu'on peut voir, produit des impositions directes, on est à 515 alors que la moyenne nationale est à 526. Donc, ça veut dire qu'on est quand même inférieur. Mais surtout, au niveau des dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, on est à 45%. Avec un service commun partagé avec d'autres communes, alors que la moyenne de la strate est à 57%. Donc il y a quand même 12 points d'écart. Hein.
Oui, mais dans la plupart des autres communes, vous le savez bien, et c'est d'ailleurs une des spécificités du Muretin Aglo, c'est qu'une partie de ce personnel, par exemple, je pense à tout ce qui est petite enfance, etc., et au Muretin Aglo. Donc la différence, elle est là aussi. Hein. Il faut comparer ce qui est comparable. On a l'AC qui est inclus, l'attribution de compensation qui est particulièrement élevée et versée au Muretin Aglo. Absolument. De même, pour ce qui est des dépenses d'énergie, alors oui, c'est une dépense importante. On est quand même sur un mix d'énergie au sein de la commune Senlis, puisqu'il y a à la fois du gaz et de l'électricité. On a quand même fait de gros investissements sur les dernières années. On a renouvelé des chaudières au sein des écoles. Au niveau du COSEC, on a renouvelé également les modalités de chauffage. On est sur des bâtiments à basse énergie au niveau de l'Escalis également. Et après, vous vous êtes comparé à d'autres communes. Il y a d'autres communes qui ont décidé, en lien avec la hausse des dépenses d'énergie, de baisser le service public auprès de la population. Voilà. Donc il faut comparer ce qui est comparable, ce qui n'est pas le cas actuellement de la ville de Senlis, qui continue à chauffer ses bâtiments pour les associations, qui continue à laisser ouverts ses bâtiments et qui maintient le même niveau de subvention au niveau des associations de la commune, à un niveau particulièrement élevé par rapport à d'autres communes. De la même strate, merci. Monsieur Perry. Madame Desdébats. Oui, je crois que nous sommes bien conscients que l'augmentation du CCAS, elle est due à une conjoncture et à une précarité de partie de la population qui est inévitable et les augmentations des aides vont dans ce sens. Mais je tenais à faire savoir que au sein de ce conseil municipal, que le dernier conseil d'administration du CCAS a mis le doigt dessus et que nous avons eu un débat très constructif sur ce que Nicolas évoquait, c'est-à-dire l'optimisation et la façon de voir le fonctionnement du CCAS plus, pas plus, mais peut-être, enfin c'est compliqué comme débat là, je sens que je vais m'enfoncer. Je pense qu'il y a peut-être une... Et les commissions de travail qui ont été proposées vont en ce sens. Donc moi j'y porterai ma pierre, je crois qu'il y a de la modernisation à avoir, parce que la donne a changé, mais on ne peut pas dire que le CCAS ne remplit pas son rôle, il le remplit, et bon voilà, mais il y aura des groupes de travail qui affineront ce que je viens de dire. Merci Madame Desdébats. Monsieur Bertrand. Oui, je vais continuer sur le CCAS. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai lu le rapport d'orientation budgétaire du CCAS, c'est de voir, entre autres, notamment sur la prestation portage du repas, une baisse d'année en année de cette prestation, enfin en nombre de repas portés. Non? Alors j'ai mal lu les chiffres? Ah oui. D'accord. Madame Granger, vous confirmez? Hein? C'est l'inverse? Non. Juste s'il vous plaît, on va laisser répondre Madame Granger, merci. Non, en portage de repas, cette année, il y en a eu un tout petit peu moins, puisqu'il n'y a plus le Covid, si on veut, mais sinon, il n'y a pas de baisse, bien au contraire. Et là, ça remonte encore plus. Oui. Oui, ce qui me semblerait logique, effectivement, au vu de la pyramide des âges sur Senlis et l'augmentation donc de la tranche des gens plus de 75 ans qui sont certainement la partie de la population la plus en demande de ce service. Donc effectivement, donc j'ai peut-être inversé les chiffres dans ma lecture. Par contre, je voulais parler tant qu'on était sur le CCAS, sur l'analyse des besoins sociaux, où les conseillers municipaux avaient été invités à une réunion de diagnostic il y a déjà quelques temps, 2 ans déjà, de diagnostic, c'était 2 ans à la Gravette, et depuis, au niveau conseil municipal, on n'a plus d'informations. Donc je voulais savoir, en même temps, profitant que l'on parle du CCAS, quand c'est que le conseil municipal serait informé des projections et propositions faites par l'ABS. Madame Granger. Oui, le bilan avait été fait, avait été annoncé au niveau du CCAS, peut-être pas au niveau du conseil municipal peut-être, mais 3 options ont été retenues, enfin 3 directions ont été retenues, la petite enfance, la jeunesse, le handicap
Et l'autre, c'était le handicap. Précarité. Et la précarité. Donc, en ce qui concerne le handicap, on l'a mis de suite en place et l'on travaille avec tout ce qui est maison des handicapés sur la commune de Senlis. Et on travaille également avec la MJC Centre Social sur tout ce qui est jeunesse et précarité. On y travaille tous les jours. Pour compléter vos propos, Mme Granger, il y a une réunion publique à la Gravette sur ce sujet. Et ensuite, bien sûr, le CCAS qui est une entité juridique, CCAS qui est une entité juridique, CCAS qui est autonome dans la mairie de Senlis. Alors certes, on vote la subvention du CCAS au budget communal, mais le CCAS, l'entité juridique, c'est bien son conseil d'administration. Donc ensuite, le conseil d'administration fait son rapport annuel lors du débat d'orientation budgétaire et on trouve tous les documents à l'intérieur de cette entité juridique qu'est le CCAS. Oui, Monsieur Bertrand. je vous rejoins, mais sauf qu'effectivement, au vu de la subvention qui est accordée par le conseil municipal, enfin par la commune, et votée par le conseil municipal, il est quand même normal que les élus puissent savoir ce qui se passe au sein du CCAS, même s'ils ne participent pas au conseil d'administration. Mais on ne va pas faire ici la réunion du CCAS. Moi, je disais simplement que vous avez rappelé effectivement qu'il y avait une réunion publique où les conseillers, je le répète, municipaux étaient invités également, et qu'à la sortie de cette réunion, le CCAS s'était engagé à faire une deuxième réunion sur la prospective. Voilà, réunion qui n'a pas eu lieu à ce jour. Voilà, c'est tout. J'en finirai là sur le CCAS. Et juste vous rappeler que tous les documents du CCAS sont à disposition sur le site de la mairie. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Je vous dis donc, simplement que vous nous avez été engagé à faire une réunion publique sur les engagements et la prospective, et vous ne l'avez pas faite. C'est tout. Ouais, on clôt le débat, monsieur le maire, là-dessus. Oui, ça ne me dit rien, donc on en reparlera. Ouais. Alors, moi je voudrais revenir sur le budget et l'emprunt d'équilibre. Alors, je n'ai pas noté le chiffre exact, 3,5 millions. Donc, on est bien d'accord, c'est un jeu d'écriture. Il n'y a pas d'emprunt. C'est un jeu d'écriture du coup comptable, puisque l'affectation de résultats, on aura un excédent de fonctionnement de 3,7 millions qui va venir du coup équilibrer. Par contre, à la place de ces 3,5 millions, on inscrira en décision modificative lors du conseil municipal du mois de mars, du coup un emprunt de 1 million d'euros. D'accord, donc c'est ma question et vous y avez répondu avant. Donc, au niveau de l'affectation du résultat, vous avez un chiffre qui est à peu près précis. 3,7 millions. 3,7 millions, très bien. Moi, je voudrais revenir sur un élément aussi important, me semble-t-il, qu'on n'a pas entendu parler, c'est le pacte financier avec le Muretin Aglo et ses conséquences sur le budget de Senlis. Lors d'une réunion au Muretin Aglo sur ce sujet, il a été abordé le principe que la commune de Senlis passe sur une prestation. Alors, je peux me tromper, c'était sur le service de la petite enfance ? Pas. L'augmentation de la prestation de 17 à 33%. Alors, finissez votre propos, parce qu'il y a eu des augmentations qui ont été votées en conseil communautaire. Non, mais je ne vois pas le lien avec le pacte fiscal et financier. Donc Alors, lors de la réunion du pacte financier qui avait lieu au mois de décembre, me semble-t-il, il a été annoncé par le président et mis au vote une décision d'augmentation pour certaines communes, dont Senlis faisait partie, d'une prestation qui s'élevait à 17% du montant de la prestation. Donc Senlis ne payait que 17%, ramené à 33%. Alors vous n'étiez pas présent, monsieur le maire, à cette réunion, c'est vrai, mais il y avait vos collègues, madame Louit et monsieur Sutra, qui ont voté favorablement à cette délibération communautaire. Donc je voulais connaître l'impact financier que cela allait avoir sur la population senlisienne. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques de ces délibérations qui sont prises au Muretin Aglo, effectivement, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans vos propos. Ce qui est sûr, c'est que le... Mais si... Non, mais monsieur... Mais si, parce qu'il faut... Monsieur... Mais non, mais c'est pas chaque fois, monsieur Bertrand, parce que chaque fois, vous mélangez tout. Et donc, je suis obligé de le souligner, malheureusement. Et donc,
Non mais vous voyez, je vous remercie de souligner que j'étais pas à une réunion, parce que ça veut pas dire que je suis pas les dossiers, parce que assister à toutes les réunions, vous êtes bien placé pour le dire, puisque votre groupe, encore une fois, ne vient jamais en commission finance. Donc ne venez pas me reprocher à moi de pas assister à des réunions. Et soyons corrects. Non, mais le maire ne peut pas non plus assister partout, c'est pour ça qu'il a des adjoints qui le représentent. Et heureusement d'ailleurs. Bien, pour en revenir à ce que vous me disiez, moi je ne vous ai pas coupé la parole. Donc je dis, vous avez mélangé beaucoup de choses. Le pacte fiscal est une problématique pour le Meurthe-et-Aglo de pouvoir financer ses investissements. L'impact sur le budget aujourd'hui, il est neutre pour Senlis. Voilà, j'ai répondu à votre question très clairement. Il n'y a pas d'impact sur le budget de Senlis. Point. Donc, ne mélangeons pas tout. Après, sur les 17%, 33%, on va rentrer dans des considérations techniques qui n'ont pas lieu d'être en débat politique. L'essentiel, c'est que le Meurthe-et-Aglo prend des décisions de façon à pouvoir financer les investissements qu'il a apportés, tout en préservant la santé financière des communes qui le composent. Oui, monsieur Rébébédé. Certes, il n'y a pas d'impact sur le budget de la commune, mais il y aura un impact sur le contribuable saint-lisien. Puisque le contribuable saint-lisien, puisque le Meurthe-et-Aglo, lui, va augmenter sa part de taxes foncières. Sur le contribuable du Meurthe-et-Aglo. Oui, c'est-à-dire le saint-lisien, on est bien d'accord. Non, mais bien sûr sur le saint-lisien, mais c'est une décision communautaire qui a donc un impact sur le contribuable communautaire, dont Saint-Lys, évidemment, bien sûr. Mais je vois pas le sujet, c'est pour dire qu'on va faire payer Saint-Lys. Non, on fait payer les habitants du Meurthe-et-Aglo pour que le Meurthe-et-Aglo puisse financer ses investissements. Les Saint-Lysiens font partie du Meurthe-et-Aglo. Mais j'ai jamais dit le contraire. Et je suis particulièrement soucieux aussi de ce que j'entends au Meurthe-et-Aglo, de la situation financière du Meurthe-et-Aglo, parce que là, on a passé un pacte financier. Oui, mais je veux dire, dans les années qui viennent aussi, peut-être on sera obligé de revenir dessus. Je vous invite à intervenir en débat communautaire. Mais je le fais assez souvent, si vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, nous sommes sur le budget communal, donc restons sur le budget communal avec les... Et donc la réponse à la question de M. Bertrand est très claire. Il n'y a pas d'impact sur le pacte fiscal, sur le Meurthe-et-Aglo. Enfin, il n'y a pas d'impact du pacte fiscal du Meurthe-et-Aglo sur le budget communal. Voilà, pardonnez-moi. Oui, monsieur Rébébédé. Mais pour le contribuable saint-lisien, oui. Oui, le contribuable saint-lisien, monsieur Rébébédé, il subit effectivement l'augmentation des tarifs qu'a voté le Meurthe-et-Aglo. Il subit l'augmentation des taux de la taxe foncière qu'a voté le Meurthe-et-Aglo. Il subit l'augmentation des bases qu'a voté l'État, bien entendu. Bien entendu. Comme tout le monde. Mais si votre objectif, c'est de dire à Saint-Lys, on paye, ben oui, comme tous les habitants du Meurthe-et-Aglo, bien entendu. Monsieur Bertrand. Oui. Faut savoir que le Meurthe-et-Aglo, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand même, est constitué d'un certain nombre de communes. 26, chaque commune, 26, merci, monsieur le maire. Que ces communes ont tous des représentants au conseil communautaire et que ces représentants votent et que les représentants saint-lysiens ont voté favorablement au fait que la prestation s'augmentait de 17 à 33%. C'est voilà. Pas ça. Alors vous me dites... C'est pas ça, monsieur... Si, c'était ça. Mais non, vous mélangez les choses. Bon, c'est pas grave, on se comprend pas. Bon. Revenons, monsieur Bertrand, on va arrêter. Revenons au débat budgétaire. S'il vous plaît. Mais ça me fait partie quand même, hein, il me semble, non? Non, je vous ai dit, l'impact est neutre, donc, mais nous en reparlerons quand vous voudrez, monsieur Bertrand. Sur la rénovation des écoles, et notamment, donc on parlait tout à l'heure de Florence Artaud, et notamment la partie de Léguevel, il y a une présence de préfabriqués importante sur cette partie depuis des années. Est-ce que, dans le cadre de la rénovation, vous considérez que ces Algeco, ou enfin préfabriqués, doivent être remplacés ou être conservés? Nous allons mener des études qui diront ce qu'il y a à faire. Voilà. Enfin, je veux dire par là, de toute façon, il y a des locaux, qu'est-ce qu'il y aura à faire, qu'est-ce qu'il y aura à traiter. Je pense que pour ça, il faut prendre une vision un peu supérieure, prendre un peu de hauteur et traiter le bâtiment dans son ensemble. La question des Algeco, elle se posera un moment, voilà, et elle sera traitée dans un ensemble cohérent.
D'accord. Non, je pensais à ça par rapport à la transition écologique, effectivement, où je pense que ces bâtiments ne présentent pas une efficacité parfaite, que ce soit en termes de chauffage ou en termes de chaleur l'été. Donc je me préoccupe quand même des gens qui sont à l'intérieur et qui doivent le vivre difficilement. Normalement, il n'y a pas de classe dans ces GECO-là. Enfin, je ne sais pas si on parle des mêmes, mais en tous les cas, bien sûr, non, mais enfin, il est bien évident que c'est à prendre en compte. Enfin, qui pourrait imaginer laisser des Algeco amiantés, probablement, sur les toitures, etc. Non, ça va être traité de manière globale et propre, voilà, avec des professionnels compétents. Mais ça fait quand même des années qu'ils sont là. Donc on aurait pu s'en préoccuper plus tôt. Ah ben, puisque vous avez l'air soucieux de la santé des gens. Je vais vous faire la même réponse que d'habitude, monsieur Bertrand. Hein. Trouvez-moi des mécènes qui nous amènent entre 50 et 100 millions d'euros, et je vous assure que des travaux, on va en faire sur Senlis. Hein. Ça, c'est sûr. Ou alors des choix à faire. Hein. Entre des investissements qui ne servent à pas grand-chose et d'autres qui seraient beaucoup plus utiles. Hein. C'est exactement ça, et vous irez dire à tous les utilisateurs du COSEC que les investissements ne servent à rien. Vous irez dire à tous les utilisateurs des équipements du rugby que ça ne sert à rien. Vous irez dire aux utilisateurs de l'Escalis que ça ne sert à rien. Mais bien sûr, allons-y. Et je demande au public, par contre, de ne pas faire de réflexion. Je vous remercie. Monsieur Bertrand, vous avez épuisé vos questions. Monsieur Rebébédi. Oui, je voudrais revenir sur les 110 000 euros de mémoire qui sont affectés pour l'opération des pistes cyclables et piétonnières des routes de La Masquère et de Saint-Clas. Il s'agit donc, si j'ai bien compris, d'acquisition, c'est ça? C'est-à-dire, ce sont des parcelles. Vous avez été contacté des propriétaires afin de faire ces cheminements. Il s'agit. Et après, j'ai une... Oui. Monsieur Land. Vous savez bien lire, c'est exactement ça. On a rencontré... Donc, vous les avez contactés, là, c'est fait. On les a contactés, on leur a présenté le projet. Aujourd'hui, le travail a été mené sur une superposition du projet sur le cadastre. Il y a un géomètre qui a été mandaté, qui aujourd'hui va faire un relevé précis de ces délaissés, c'est-à-dire les parties entre la bande de roulement et les clôtures de l'ensemble des riverains. Donc effectivement, après, on va revoir individuellement chacun des propriétaires pour régulariser ces délaissés fonciers. Et vous avez donc sur le budget une provision de 110 000 euros, effectivement, dans le cadre de ces régularisations foncières qui doivent avoir lieu sur l'année 2023. Et on avait parlé en début d'année d'une réunion publique concernant ces cheminements au mois de mars. Tout à fait. Et la date est toujours maintenue pour le mois de mars. Tout à fait. Donc ça va être une réunion au sens large sur la voirie. Et cette réunion dans laquelle on présentera effectivement ces projets structurants RD19, RD53 avec la création des cheminements doux. Également, on vous présentera le plan pluriannuel d'investissement sur l'entretien des voiries, c'est-à-dire les actions qu'on a menées en 2022, ce qu'on va faire en 2023-2024. Et également, on fera certainement que le conseil départemental se joindra à la réunion pour nous présenter le réseau REV 8. Voilà. Et cette réunion doit avoir lieu entre le 15 et le 30 mars. On attend de figer la date. Oui, je vous remercie. Dans ce que j'ai développé au début sur le budget, il y a une question qui est restée en suspens, même si elle est symbolique. Allez-vous mettre à jour les tableaux des indemnités des élus en y mettant toutes les indemnités? Je n'ai pas eu de réponse, merci. Les indemnités. Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe de manière extrêmement... c'est vrai que c'est super important dans tous les budgets. Alors, réglementairement, la commune doit publier les indemnités des élus qui correspondent au mandat qu'ils exercent dans la collectivité. Donc, nous publions sur le site de la mairie les indemnités de maire, d'adjoints au maire et de conseillers délégués qui ont des indemnités, plus les représentations dans les syndicats lorsqu'il y en a. Sont également publiées mes indemnités de vice-président au Murtin Aglo. La suite, mes indemnités, puisque c'est ça qui vous intéresse d'entendre, au conseil départemental, sont publiées normalement sur le site du conseil départemental, et je vous invite
à vous adresser au conseil départemental. Je pense que n'importe quel administré, si tant est qu'il soit intéressé par cela, peut s'adresser au conseil départemental qui lui donnera toutes les informations utiles. Et ce n'est pas un souci de transparence, c'est bien un souci de l'égalité. Je vous vois sourire parce que, évidemment, le maire souhaite peut-être cacher. Non, je ne cache rien. Simplement, je suis dans le respect de la loi. Que vous respectez la loi, certes, mais à minima, on peut aller au-delà. Je vous fais remarquer que ça intéresse les Saint-Lysiens, parce que quand on avait publié le tableau des indemnités sur notre site, ça a été un des articles les plus regardés par les Saint-Lysiens. Donc c'est qu'il y a quand même un intérêt. Ah, alors, moi, j'espère que les Saint-Lysiens sont plus intéressés par nos projets que par les indemnités des élus. Oui, monsieur Andrew. Oui, moi je voudrais savoir quelle est la provision, à quoi correspond la provision des 220 000 € pour la DIA. Ça c'est ma première question. Ah, madame... Et mon autre question, enfin quand vous voulez, soit vous répondez, allez-y. C'est une provision qui est renouvelée chaque année, donc qui peut permettre une acquisition, ce qu'on appelle une acquisition d'opportunité, donc qui concernerait un bien qui serait vendu sur la commune et qui n'entrerait pas dans les conventions que nous avons avec le PFO. Voilà. Donc il n'y a pas de projet bien spécifique. C'est une provision qui est renouvelée chaque année. Okay, merci. Voilà, on parle vraiment de provision, au cas où. Et ensuite, quel est le terrain qui va bénéficier de la remise en état pour 49 000 €? Madame Brunière. Donc ça aussi c'est une provision sur un terrain sur lequel ont été déversés par un tiers des terres qui n'auraient pas dû. Donc c'est dans l'hypothèse où il faudrait remettre ce terrain en état et faire l'avance des frais. Donc c'est également une provision. Et on ne peut pas savoir quel est ce terrain? Ça a vraiment un intérêt? Non, ok. Enfin, de la même manière qu'il y a une provision sur les tribunes qui sont là au cas où on devrait avancer l'argent par rapport à la procédure en cours. Voilà. C'était marqué au budget aussi. Voilà. D'autres interventions? Bon, alors je vous propose de mettre ce budget aux voix. Donc, qui s'abstient? Donc, 9. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, nous avons ensuite 4 groupements de commandes. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les passe un par un ou est-ce qu'on les passe tous? Enfin, les présentant, hein, Oui, monsieur Réveil-Bédé. Alors, il y a quand même encore une remarque qu'on avait déjà faite, c'est que ces délibérations sont quand même assez mal écrites. Je reviendrai parce qu'il y a des choses fausses dedans. Alors, on va les passer une par une. Alors non, parce que j'ai regardé, il y en a 2. C'est les 2 dernières qui posent problème, parce qu'il y a des gens qui sont dans ce groupement et qui ne sont pas en fait en fonction. Je pense en particulier à M. Bertrand, alors que c'est M. Delsol. Donc c'est dommage quand même qu'il y ait ces erreurs. C'est dans la délibération. Alors, on ne fait que remonter la convention du Meurthe-Aglo, là, mais Oui, mais il y a des erreurs aussi, je veux dire, il y a un travail de vérification donc, à voir. Donc c'est la 23-22 et la 23-23, oui. Puisqu'ici il est noté M. Bertrand, alors qu'il s'agit de M. Delsol, qui est président du SAGE, me semble-t-il. Non? Ou je me trompe pas? Et où ça? Parce que moi, dans le document que j'ai... Dernière page, dans ce qu'on a reçu nous, c'était écrit comme ça. Alors peut-être ça a été modifié. Je vais regarder, je vais vous dire la page. Parce que moi, effectivement, j'ai bien M. Delsol. Regardez, attendez. Oui. Il s'agit de la 22. Oui. Dans la dernière page 8. Alors, attendez, vous êtes sur quelle délibération, là? Là, je suis sur la 23-22. Ah, oui, il y a une coquille, oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est plus qu'une coquille, c'est une erreur de nom. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est M. Delsol. De toute façon, on le signalera au Meurthe-Aglo, bien Et entendu. c'était la même erreur à la 23-23. Oui, ok.
Oui, mais c'est quand même dommage, parce que, mais ça c'est vrai, c'est aussi au Muretin-Aglo. Hein. On va le... C'est dommage, je veux dire, bon. On va le faire remonter. Je pense qu'au moment de la signature, après, c'est corrigé, mais on va le remonter. Ouais. Ok. Après, sur le fond, ces groupements de communes vont dans le bon sens. Ils permettent de faire de réelles économies. Voilà. Ouais, puis ensuite, c'est regardé par les services, évidemment, pour... Bon, si est-ce que tout le monde est d'accord pour voter les 4 groupements de commandes d'un seul bloc? Monsieur Bertrand, c'est bon? Donc, il y a 4 groupements de commandes, donc, avec le Muretin-Aglo. Donc, sur l'achat et la maintenance de jeux multi-activités, sur les études géotechniques que nous pourrions être amenés à faire, la maîtrise d'œuvre voirie, et enfin les travaux de voirie. Donc, c'est des groupements de commandes qui nous permettent d'adhérer et de trouver des dossiers. Donc, je mets ensemble les 4 délibérations ensemble, qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Je vous remercie. Nous passons à l'urbanisme avec l'approbation de la modification simplifiée du PLU de Saint-Lys. Madame Bruniera. Le plan local d'urbanisme de Saint-Lys, approuvé le 24 juin 2013, fait l'objet d'une procédure de modification simplifiée, comme précisé dans la délibération 2258 du Conseil municipal du 9 mai 2022. Les avis PPA sur le projet de modification simplifiée du PLU sont les suivants. Absence d'avis dans les délais équivalent à un avis favorable pour le Conseil régional, la Chambre de commerce, le syndicat mixte d'études de l'agglomération toulousaine ou SMEAT, la communauté d'agglomération Le Muretin-Aglo, compétent en matière de programme local de l'habitat. Avis reçu hors délai par l'architecte des bâtiments de France en date du 5 décembre 2022, équivalent à un avis favorable. Avis favorable sans observation ou réserve pour la Chambre des métiers et de l'artisanat en date du 20 octobre 2022, les services de l'État en date du 26 octobre 2022, le SMTC Tissé aux collectivités en date du 24 octobre 2022, la Chambre d'agriculture en date du 24 octobre 2022, le Conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 8 novembre 2022. La mission régionale d'autorité environnementale du 17 août 2022 dispensant d'évaluation environnementale après examen au cas par cas en application de l'article R104-28 et l'avis conforme du 20 octobre 2022 rendu en application de l'article R104-35 du Code de l'urbanisme dont un avis favorable à l'exemption d'évaluation environnementale. Les modalités de mise à disposition du public ont été précisées dans la délibération du Conseil municipal numéro 2201 en date du 14 novembre 2022. Le bilan de la mise à disposition du public qui s'est déroulé du 30 novembre 2022 au 5 janvier 2023 a fait l'objet de 12 remarques détaillées dans l'annexe jointe à la présente délibération. Les raisons qui ont conduit la commune à engager la modification simplifiée du PLU sont tenir compte du report de l'entrée en vigueur de la révision du PLU due à la reprise du dossier avant l'arrêt projet décidé par le Conseil municipal du 14 mars 2022, permettre la mise en œuvre des projets d'habitat comprenant des logements locatifs sociaux. Ces opérations initialement prévues dans le projet de révision du PLU permettront de maintenir la production de logements à destination sociale imposée par la loi SRU et dans le cadre de l'arrêté préfectoral de carence, effectuer des ajustements mineurs du règlement, favoriser la construction de logements sociaux sur la commune de Saint-Lys sur des secteurs ciblés, accompagner l'aménagement de cheminements dédiés au mode de déplacement doux. Il a été retiré de la procédure la définition d'emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux pour la réalisation de cheminements dédiés au mode de déplacement doux, étant donné qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de la modification simplifiée. Un nouveau dossier sans les 2 derniers objets a donc été constitué, transmis aux personnes publiques associées et mis à disposition du public. Le déroulement de la mise à disposition du public et le fait que 12 remarques émises n'ont pas entraîné d'évolution du dossier, l'ensemble des PPA ayant donné un avis favorable sans réserve aux recommandations au projet de modification simplifiée du PLU, il n'y a donc pas d'évolution du dossier à ce titre. Merci Madame Bruniera. Des interventions?
Oui, Monsieur Sanchez. Je me retire de cette délibération et je ne prendrai pas part au vote. Merci. D'autres interventions? Oui, Monsieur Bertrand. Ouais. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de la commission finance à laquelle mon groupe ne participait jamais. Voilà une commission aménagement et urbanisme qui a eu l'occasion et à laquelle je participe à toutes, et notamment à celle du 26 juin 2022, où on nous a présenté la modification simplifiée du PLU. On a débattu notamment des emplacements réservés sur ce qui vient d'être cité, pour accompagner le projet de piste cyclable sur Haute-la-Masquère et de Saint-Clair et la création de logements sociaux. J'avais évoqué à cette occasion-là un doute sur la faisabilité de mettre des emplacements réservés dans le cadre d'une modification simplifiée. On m'avait attesté que non, que ça serait faisable. Résultat, on voit bien que, je ne sais pas qui, mais sans doute les services de l'État, vous ont exprimé le fait que ce n'était pas possible. On peut se tromper, ça arrive à tout le monde et ça m'arrive à moi-même. Par contre, j'aurais apprécié, avant que le dossier soit mis en consultation, que la commission aménagement soit réunie pour l'informer que les emplacements réservés que vous nous aviez décrits et tracés sur une carte n'étaient plus présents en raison donc d'une impossibilité juridique. Ça, vous n'avez pas fait. Alors, vous voyez, les commissions, on peut les réunir. Il y en a où on ne vient pas, mais il y en a où on vient. Mais celles où on vient, vous ne nous dites pas exactement ce qui se passe. Et quand il y a des modifications, vous ne nous réunissez pas. Alors, je trouve ça un peu dommage. Madame Bruniera. Juste, je voudrais répondre, c'est pas une impossibilité juridique, c'est effectivement une nécessité de précision et de justification supplémentaire. L'objet de cette révision, de cette modification simplifiée, c'est d'être rapide pour ne pas bloquer les projets de la collectivité. Donc en clair, dans le doute, la solution du retrait de ces 2 points a été retenue. Voilà. Et du coup, on répond à vos observations en commission communale, donc je ne comprends pas trop où est le problème. Oui, mais vous ne comprenez pas, oui. Mais simplement, vous nous réunissiez pour nous expliquer qu'effectivement, puisque pour avoir discuté avec des gens qui pouvaient être concernés par ces emplacements réservés, je leur avais expliqué qu'effectivement, il fallait qu'ils aillent absolument à la consultation pour faire valoir leurs droits et leurs réserves. Or, quand ils sont allés, ils se sont retrouvés devant un plan dans lequel il y avait place ces emplacements réservés. Voilà, tout simplement. Donc, ça aurait été très bien que vous nous réunissiez la commission et vous nous expliquiez que tout compte fait, ces emplacements réservés ne seraient pas mis en place, tout simplement. Voire un courrier si vous vouliez faire au minimum. Pas d'autres remarques? Monsieur Rebébédé. Si, dans l'OAP du pigeonnier de l'homme, j'ai vu que vous l'avez modifié par rapport à ce qui était prévu, puisque, d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'éviter les dégradations des berges du Mescure. C'est le Mescure qui passe... voilà. C'était bien sur cette zone-là qu'il y avait une compensation de zones humides, c'est ça? C'était pas sur ce secteur-là? Non? Du tout. Madame Bruniera. La compensation de zones humides était sur quel secteur? C'était pas sur le Mescure? De quelle compensation vous parlez? Dans quel cadre? Dans le PLU, à la base. Dans le PLU actuel ou dans le PLU à révision? Dans le PLU à révision. Non, pas du tout. C'est plutôt complètement de l'autre côté de la commune. Non. Mais de toute façon, c'est un document qui est une hypothèse. Oui, oui, je sais. Voilà, c'est d'où ma question. Hein. C'était pour préciser. Bien. Donc, par rapport à ce PLU, comme on en avait parlé lors de la commission, nous avions évoqué des réserves, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Nous avons déjà dépensé 90 000 € pour finalement revenir au point de départ. Tant qu'à faire, il nous aurait été apparu plus valable de tout remettre à plat que de faire cette procédure simplifiée, certes qui permet
de débloquer quelques situations, mais il faut vraiment sortir de cette situation et avoir un PLU viable pour la collectivité. Madame Brunière. Alors, puisque vous parlez de la commission communale, avant celle où on vous a présenté la modification simplifiée, on vous a présenté des scénarios sur lesquels nous nous sommes tous prononcés. Donc, il y avait comme proposition effectivement de passer par une modification simplifiée qui, je le rappelle, a été traitée par les services et donc n'a pas eu de coût pour la collectivité en prestation d'études. Il y avait aussi effectivement le scénario qui consistait à tout mettre à la poubelle et à recommencer. Il a été validé en commission qu'on passait par une double action, une petite modification, donc effectivement celle-ci, et puis ensuite la reprise des études et les précisions sur les éléments qui semblaient être nécessaires, notamment on en avait déjà parlé, sur l'activité économique, sur les zones agricoles, etc. Voilà. Ça avait été validé en commission municipale. Monsieur Bertrand. Oui, effectivement, c'est vrai que nous avons abordé ces différents scénarios en commission. Ça a été validé à la majorité. Donc moi, en tant que représentant de mon groupe, moi j'avais voté contre et j'étais effectivement pas sur ces scénarios. La loi de la démocratie, monsieur Bertrand, et là on est... Non, mais de la façon dont le présente Madame Bruniera, il semblerait qu'il y ait un consensus qui se fasse au sein de la commission. Non, pas du tout. Pas du tout, mais par la représentation démocratique, effectivement, nous n'avons pas la majorité, nous ne sommes pas écoutés de toute manière, et résultat, on en est à cette situation. Comme sur le PLU lors du 5 juillet 2021 ou 2. Madame Bruniera n'a pas parlé de consensus sur la commission. Par contre, elle a dit que ça avait été présenté et débattu, ce qui est l'objet d'une commission. Ensuite, vous êtes positionné, c'est contre, vous le rappelez très bien, mais c'est voilà, c'est un fonctionnement normal de nos institutions. On est bien d'accord. Monsieur Rebébédé. Donc la somme que nous avons budgétée, les frais d'études, c'est en vue de la possible révision du PLU, c'est ça? En vue de la C'est les frais révision. d'étude du document que l'on vous a présenté en commission communale concernant effectivement un cahier des charges et un appel à candidature pour un bureau d'études qui va retravailler effectivement les documents dans son ensemble à une vitesse que l'on espère maîtriser. Voilà. Monsieur Rebébédé. Oui, j'aimerais avoir aussi quelques précisions concernant la transformation donc, du projet à l'entrée de la Bastide, puisqu'on est dans une zone urbanisée, donc ça passe à une zone UBC. Est-ce que vous pourriez apporter quelques précisions sur le projet qui va s'exécuter? Donc en fait, je pense que je l'avais déjà expliqué, notamment en conseil municipal, quand on avait fait la prescription de cette délibération. En fait, nous avons aujourd'hui une incohérence entre les attentes puisque nous sommes en secteur protégé avec l'architecte des bâtiments de France, et nous avons une incohérence entre les attentes de l'architecte des bâtiments de France et le règlement du PLU tel qu'il est applicable aujourd'hui. Donc il s'agit de mettre en cohérence ce règlement avec les attentes de l'architecte des bâtiments de France sans modifier le droit à construire. Merci. D'autres interventions? Alors, je vous propose de mettre cette modification simplifiée aux voix. Donc, M. Sanchez ne prend pas part au vote. Qui s'abstient? Donc, 2, pardon. 2. Et Mme le Pape. Donc, 3 abstentions. Qui est contre? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, du coup. Ça. Donc 6 abstentions. 6 contre, pardon. Et qui est pour? Je vous remercie. Madame le Pape, Monsieur Pommery et Monsieur Bertrand. Non, ne prend pas part au vote. Ensuite, nous passons aux délibérations ressources humaines. En création d'un poste d'adjoint administratif. Ah, pardon. Excusez-moi.
Merci. Oui, pardon. Oui, monsieur Soulignac n'étant pas là, j'ai sauté un peu de la délibération. Donc, voirie, donc autorisation de travaux sur une parcelle communale et régularisation d'un acte de servitude avec Enedis, monsieur Land. Pardonnez-moi. Oui, donc je vais prendre le relais de monsieur Solomiac. Donc, dans le cadre des travaux d'amélioration de la qualité de la desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, Enedis doit implanter des ouvrages souterrains sur une parcelle communale. Dans le cadre de ces travaux, Enedis devra réaliser des travaux en infrastructure pour le passage de câbles souterrains sur la parcelle communale cadastrée D37, route de Mingeseb. La convention déterminant les droits et obligations de chacune des parties entérinera donc ces servitudes. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Enedis à réaliser les travaux nécessaires à l'implantation des équipements susmentionnés, d'approuver la convention de servitude pour l'implantation des ouvrages souterrains sur la parcelle communale cadastrée D37. Il est bien évident qu'il est précisé que les frais relatifs à l'établissement des actes notariés resteront à la charge d'Enedis. C'est bon, monsieur Land. Je vous invite à parler vraiment fort dans le micro. J'ai des remontées comme quoi on ne nous entend pas bien si on n'est pas proche des micros. Voilà, donc juste soyez vigilants à cela, s'il vous plaît. Voilà. Je le refais ou pas? Non, ça va aller, merci monsieur Land. Y a-t-il des interventions par rapport à ce sujet? Donc, pas d'intervention. Donc, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, je vous remercie. Et donc, nous passons aux délibérations ressources humaines. Donc, création de postes d'adjoint administratif pour exercer les fonctions d'assistante de direction. Donc, c'est la création d'un poste. Alors, on est sur des délibérations administratives. Hein, c'est des créations de postes pour des agents qui sont déjà en poste dans la collectivité et pour lesquels on adapte les postes de manière administrative, l'intitulé des postes. Voilà. Donc là, c'est la création d'un poste d'adjoint administratif avec fonction assistant de direction au sein des services techniques. Voilà, et ce poste est prévu pour être créé à compter du 1er mai 2023. Y a-t-il des questions? Voilà, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, je vous remercie. Pareil, création de poste de rédacteur pour exercer les fonctions d'assistante juridique. Et donc, c'est un poste pour la direction des affaires juridiques et création de ce poste à compter du 1er mai 2023. Question, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, je vous remercie. Et puis, la mise à jour du tableau des effectifs permanents. Donc, vous avez en pièce jointe la mise à jour avec les créations de postes, les suppressions de postes, qui sont des choses administratives à périmètre constant, juste pour adapter en fonction des avancements de grade des agents. Voilà. Oui. S'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de le mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous allons passer donc aux questions orales. Ah oui. Ok. Ah, très bien. Donc, monsieur Bertrand, à vous. Toujours dans l'ordre d'arrivée des questions. Donc, vous êtes arrivé le premier, donc on prend vos questions premier. Pour une fois, tu as raison. Alors, monsieur le maire, l'EHPAD La Joie de Vivre doit déménager dans les jours à venir. Vous vous étiez engagé pour l'abandon de l'installation d'un CEPAR dans ce lieu. La banderole non au CEPAR imposée par l'État, déployée au front de la mairie, en atteste. Quel est à ce jour le résultat de vos démarches? Alors tout d'abord, permettez-moi de corriger votre lecture de la banderole déployée sur le mur de la mairie, puisqu'il y a marqué CEPAR, non au projet imposé par l'État. Et même si cela se rapproche de votre retranscription, ça n'a pas tout à fait la même signification.
Nous sommes une fois de plus amenés à vous renvoyer à la motion qui a été votée par l'équipe majoritaire et sur laquelle nous exprimons clairement que nous ne refusons pas l'implantation d'un séparationniste, mais que le projet tel que proposé par l'État n'est pas acceptable. La proposition de travail à mener ensemble afin de faire modifier ce projet a été faite à tous les membres des oppositions. Suite à votre refus, nous avons engagé seuls des rencontres avec les partenaires et la préfecture. À ce jour, nous avons pris contact avec le nouveau sous-préfet et une rencontre est prévue dans les prochains jours. Je l'ai encore eu au téléphone cet après-midi à ce sujet et nous avons prévu une réunion de travail avec la préfecture, Adoma, la DDT, la CDC et tous les partenaires qui sont impliqués dans ce dossier et bien sûr toute information officielle vous sera alors transmise ainsi qu'à l'ensemble des Saint-Lisiens. Voilà, donc nous continuons le travail avec les partenaires habituels. Simplement par rapport à la motion dont vous parlez, qui a été votée, si je me rappelle bien, en octobre 21, donc ça va faire plus d'1 an et demi, quelle est quand même, dans ce laps de temps, qu'avez-vous fait pour, comme démarche qui nous permettrait de voir que vous avez certains résultats par rapport justement à ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire oui je suis favorable à un sépar mais pas dans les conditions que nous le propose l'État, si j'ai bien compris. Oui, mais on vous a déjà... Parce que vous aviez évoqué dans la motion des bâtiments disponibles sur la commune de Saint-Lys qui pourraient être utilisés pour ce sépar, en lieu et place donc de l'EHPAD. Donc ça veut dire quels sont ces bâtiments et puis que devient cet EHPAD. Je crois qu'on a déjà plusieurs fois répondu aux questions. Il y avait au départ 160 personnes prévues. Aujourd'hui, nous avons un engagement de l'État pour en avoir 80, donc soit environ une vingtaine de familles présentes au même moment. Je rappelle que ce sont des gens qui sont déboutés dans leur demande d'asile, de droit d'asile, pardon, et qui donc sont volontaires, qui signent ils sont volontaires au retour dans leur pays d'origine parce qu'ils n'ont pas obtenu justement ce droit d'asile chez nous. Donc, nous continuons avec les partenaires à travailler sur ce sujet extrêmement délicat. Je ne peux que regretter que depuis le début, nous n'ayons pas voté ensemble la motion qui aurait donné beaucoup plus de poids que ce qu'elle peut avoir aujourd'hui. Je le regrette vraiment profondément, parce que si nous avions considéré les intérêts supracommunaux il y a 1 an et demi, je pense que nous n'en serions probablement pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est un fait. La collectivité continue le travail avec les partenaires et nous avons les engagements, par contre, de la préfecture et de M. le ministre, comme quoi il n'y aurait pas d'impact financier sur la collectivité. Donc ensuite, nous allons continuer à traiter ce dossier de la manière la plus propre et réglementaire qui soit. Je vous propose de passer à la question suivante. Monsieur le maire, suite à la réunion du 8 décembre dernier, un collectif de propriétaires riverains du Rêve 8 sur la partie saint-lisienne s'est créé afin d'avoir des précisions sur l'impact de ce projet sur leurs propriétés. Le 6 février, le conseil départemental a invité ses propriétaires à une réunion d'échange qui s'est tenue dans une salle de l'Escalice. Étonnamment, aucun représentant de la mairie n'était présent. Suite aux intérêts divergents apparus entre les propriétaires et le conseil départemental, que comptez-vous faire afin de préserver notamment les activités économiques mises en danger par ce projet? Alors oui, il n'y avait pas de représentant de la mairie à cette réunion du 6 février, puisque nous n'y étions pas invités. C'était les propriétaires qui étaient invités, et ils avaient été invités pour pouvoir répondre aux propriétaires qui ont écrit au président du conseil départemental pour proposer, entre autres, un tracé alternatif à ce projet. Et même, j'ai envie de dire, vous êtes allé à la réunion, vous n'êtes pas propriétaire riverain, donc vous n'étiez pas, a priori, invité en tant que propriétaire. Bon. Donc j'ai été très étonné d'apprendre votre présence. Mais bon, après, chacun agit en son âme et conscience. Donc je ne comprends pas quel était votre rôle à cette réunion, ce que vous défendez, et je ne comprends pas votre position. Le département mène une concertation depuis maintenant 3 ans sur les réseaux express vélo, sur tout le département, donc afin d'encourager
l'usage du vélo et sécuriser les déplacements doux. Il est évident que dans ce type de dossier, et on ne peut pas dire que le département n'ait pas construit de routes, de pistes cyclables, de différents équipements, que donc il a une certaine habitude et qu'il travaille avec les propriétaires concernés, que ce soit pour le REV 8, puisqu'on parle du REV pour lequel Senlis est concerné, comme pour les REV 4 et 9. Et à chaque fois, bien entendu, le conseil départemental rencontre les propriétaires et les riverains concernés et étudie avec eux les solutions destinées à préserver le cadre de vie des habitants et l'attractivité des commerces, bien entendu. Et ces solutions sont étudiées dans l'intérêt de tous. Et c'est pour ça que lors de la restitution du 8 février dernier, le département a réexpliqué la démarche générale avec un calendrier global depuis 3 ans. 3 ans de concertation qui ont été menées à l'échelle de toutes les communes concernées par ce projet. Alors, à moins de préciser en quoi aujourd'hui, si ce n'est j'ai envie de dire de faire peur, mais en quoi les activités économiques situées le long du REV 8 sont mises en danger par l'aménagement du Nouveau-Douce, je ne vois pas la problématique. Le département mène les négociations avec les propriétaires comme il le fait, comme il l'a fait pour la déviation, la section 6 de la déviation, comme il l'a fait pour la section 5, comme il l'a fait pour la section 4, etc. etc. Et ensuite, il travaille pour mener des projets d'intérêt généraux à l'échelle du département et surtout là, dans le contexte qui nous préoccupe, de déplacement doux pour ceux qui veulent faire du vélo à destination de Toulouse. Alors, Monsieur Bertrand. D'abord, pour répondre à votre étonnement de ma présence à cette réunion, si vous prenez la liste d'émargements, vous vous apercevrez que je n'ai pas signé en tant que conseiller municipal. Et en fait, pardon. Et donc, j'ai une vie privée et j'ai effectivement des éléments que vous ne connaissez pas. Et j'avais toute raison d'être à cette réunion. Pas en tant que propriétaire, mais en tant que conseil d'un propriétaire. Déjà, un. Là, vous venez de nous répéter le discours que nous a fourni le conseil départemental le 8 et le 6. Quand je dis qu'il est regrettable que vous ne soyez pas là et qu'est-ce que vous comptez faire, c'est simplement qu'on a, comme je vous l'écris dans la question, on sent bien qu'il y a une grosse et forte opposition entre le projet du département qui n'avait pas consulté ses riverains, qui a fait des pré-études, mais qui étaient des études, je dirais, notamment sur l'impact sur les riverains et notamment les activités économiques, qui étaient des études théoriques. Ils sont allés expliquer à un agent économique son métier. Il leur a expliqué que ça ne se passait pas comme ça, du tout. C'était pas aussi simple que ce que croyait le conseil départemental en matière de suppression de parking pour une activité économique. Voilà. Mais donc je pense qu'il y a aujourd'hui, si on veut, et vous connaissez ma passion pour le vélo, puisque je suis souvent plus à vélo qu'en voiture, je suis pour qu'effectivement il y ait des pistes cyclables qui soient mises en œuvre sur le territoire. Pour autant, il ne faut pas qu'elle se fasse à n'importe quel prix. Et il me semble que dans la situation de blocage qui va se trouver sur ce REV 8, sur la portion Senlis-Fonsorbe, en tant que représentant de la commune, vous auriez un rôle de médiation à jouer. Ah, je ne pense pas que j'ai un rôle de médiation dans les tractations ou les négociations qui sont menées entre le département, dont c'est sa compétence, et la mairie. Parce que sinon, ça fait des tiers qui ne sont pas appropriés à intervenir. Mais bon, donc ensuite, vos propos engagent. Je pense que le département a travaillé et a mené beaucoup de projets structurants sur le département, continuera à les mener. Et globalement, ça se passe plutôt bien. Monsieur Rébébédé. Oui, j'interviens parce que cette question recoupe un peu ma dernière question. Si vous le permettez, je la retirerai et je voudrais apporter une précision. Monsieur Bertrand a parlé de blocage et j'ai bien senti lors de la dernière réunion qui a eu lieu à Fonsorbe qu'il y avait blocage. Et c'est un peu problématique quand même cette situation à Senlis parce que quand on regarde un peu comment ça se passe dans les autres communes, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est ce que d'ailleurs qu'a expliqué le maire de Plaisance-du-Touche, monsieur Guyot, où il a évoqué justement
justement, parce que certaines pistes cyclables du conseil départemental devaient impacter aussi certains propriétaires, et il y a eu un travail justement de médiation qui a permis de sortir de ces blocages. Or là, on est arrivé à Senlis à une situation où se sont cristallisés des blocages qui auraient pu être évités. C'est dommage. Et d'ailleurs, je vois que dans comment vous vous y prenez pour les cheminements de la route de la Masquère et de Saint-Clar, ce travail-là est fait maintenant. Or, il n'a pas été fait là, pas bien fait. Et on se retrouve maintenant avec une situation, et c'est dommage, à cette réunion, à Fonsorbe, on a bien senti qu'il y avait vraiment le point noir où il y avait des problèmes, c'était Senlis. Et c'est dommage. Alors, je n'ai pas tout à fait la même vision que vous de la problématique à Plaisance-du-Touche, mais bon, je pense que c'est un autre débat. Et effectivement, le collectif qui a écrit a proposé au département, c'est le sens du courrier, puisque là, pour le coup, j'étais en copie pour information, a proposé au département un autre tracé. Donc ensuite, le département menant cette compétence, c'est à lui de la mener et de bout en bout. Et si, je crois qu'aujourd'hui l'objectif, 3 ans de concertation quand même, avec des associations qui globalement, qui sont pour le vélo, etc., sont ravis de ces équipements qui sont mis en place dans l'intérêt général de tous. Et je peux vous assurer que le département travaillera avec les propriétaires à Senlis, comme il l'a fait partout ailleurs. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Certes, bien sûr que ces pistes cyclables sont une très bonne chose, mais reste qu'encore une fois, Saint-Lys, et là on l'a bien senti à la réunion, et tout ce qui était présent l'ont senti, c'est quand même le point de blocage sur le République, beaucoup plus qu'à Plaisance. Hein. Vous avez raison, monsieur RBBD, de le souligner. J'ai posé la question du coup au service du département, combien y a-t-il eu de collectifs ou de mécontentements sur l'ensemble des rêves du département? Saint-Lys. Voilà. Donc effectivement, oui, je pense que on se démarque. Mais bon, vous avez raison, à Saint-Lys, il y a effectivement, vraisemblablement, un problème et qui paraît beaucoup plus important que partout ailleurs. Mais écoutez, je vous le redis, hein, compétence du département, je pense qu'ils savent mener, et ils ont l'habitude de mener des projets de cette envergure. Les négociations seront menées avec les propriétaires. Vous avez souligné la problématique des routes de Saint-Clar et la Masquère. Je peux vous assurer que les rendez-vous, ils étaient prévus depuis bien avant nous recevions le collectif du rêve. Voilà, juste pour vous dire les choses, et que le département a mené exactement la même démarche, en plus, avec toute la concertation et toutes les communications qui ont été faites. Et ensuite, quand on en vient effectivement aux problématiques après spécifiques sur des emplacements très particuliers, où là on commence avec les relevés de géomètres, etc., bien sûr que le département, comme n'importe quelle entité publique, va vers les propriétaires concernés. Donc je constate que vous en venez à la même conclusion, qu'il y a bien donc un problème à Saint-Lys et qu'il y a quelque chose qui a été loupé dans cette histoire. Compétence du département, tout le département est concerné, réunion publique à Saint-Lys, pas de Saint-Lysien. Hormis les élus du conseil municipal. Voilà. Eh oui. Donc à un moment donné, Non mais, monsieur Bertrand, ne me prenez pas sur mes propos, mais à un moment donné, c'est un projet qui est mené à l'échelle du département. Voilà, donc il est mené partout, pareil. Bon, chez nous, il y a un problème, d'accord. Et bien il va être traité de manière spécifique par le département. Allez, je vous propose de passer à la question de madame Dédébat. Monsieur le maire, la première commission d'accessibilité a eu lieu le 7 mars 2022. Il avait alors été décidé en séance de la convoquer trimestriellement, autant pour actualiser l'agenda que pour suivre les travaux en cours. Je fais référence au compte-rendu, si ma mémoire m'avait fait défaut. La réunion suivante devait se situer en juin 2022. Nous devions alors étudier le diagnostic réalisé par l'AMO. Or, cela fait près de 10 mois et il n'y a pas eu de nouvelles réunions. Qu'en pensez-vous? Réunir à nouveau la deuxième commission? Monsieur Sanchez.
effectivement, le 7 mars, nous avions décidé de réunir la commission suite au dire de l'AMO d'ici la fin juin 2022. Le calendrier prévisionnel qui avait été avancé par l'AMO sur le diagnostic aurait dû se tenir et aurait dû nous fournir un rapport complet pour juin 2022. Or, nous n'avons pas eu le rapport complet. J'ai pas la date exacte, mais je pense qu'on a eu le rapport début octobre uniquement. Et donc il est encore en cours de traitement par nos services avant de pouvoir réunir à nouveau la commission, que j'espère réunir rapidement dans les prochains mois à venir. Donc premier point, et deuxième point pour compléter les propos de M. Sanchez, nous avons mis au budget un certain nombre d'études, notamment de la rénovation de bâtiments communaux dans laquelle la commission accessibilité devra prendre toute sa place également. Voilà, nous y serons vigilants dans des débats. Enfin, une AMO qui ne fait pas son boulot, c'est quand même problématique. Enfin, j'espère que vous n'allez pas les payer à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré. Enfin, ça ne me regarde pas, quoique. Mais, enfin, bon, voilà. Mais ça arrive, hein, certes. Mais bon, voilà, on prend toujours du retard sur les... enfin, voilà, ma mère disait, il plaît toujours sur les mouillés, quoi. Alors ensuite, chaque fois que nous avons fait des travaux, même modestes, l'accessibilité était prise en compte. Nous avons fait peu de travaux structurants dans nos bâtiments en 2022, mais en tout cas ils ont été pris en compte, bien entendu, chaque fois. Et je vous dis la volonté de réunir cette commission et qu'elle prenne part au dossier auquel elle doit participer, bien entendu. Et donc il restait la question de monsieur Ray-BBD que vous avez dit de supprimer du coup. Très bien. Eh bien écoutez, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je déclare donc ce conseil municipal clos. Je vous remercie de votre participation. Par contre, il y a les documents du budget à signer avant votre départ. Je vous remercie de prendre ce temps. Merci à vous tous et bonne soirée. Enfin, on va échanger, monsieur Maître Verdier, en privé. Non, 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 mais... Vous avez mis en cause des propos publiquement en réunion municipale, disant de fausses informations circulant à Saint-Lys au sujet de démolitions éventuelles de bâtiments à côté de l'étude. Je ne sais pas les PV de la dernière réunion municipale.